La maison n'obéissait plus aux heures, elle retenait le souffle. Quand Adriano gare sa voiture sous le grand platane, le ciel bas ne révèle rien de la chaleur qui a quitté l'intérieur. L'abat-jour du salon éteint, une tasse de thé froide sur la table basse, une paire de pantoufles alignées comme si le pas avait été effacé. La façade, pourtant, garde l'ordre d'un monde qui continue d'exister. Volets tirés, rideaux lourds, le bruit lointain d'un moteur sur l'avenue, mais à l'intérieur, quelque chose a cessé d'habiter les pièces. Adriano descend du véhicule avec le costume chiffonné par des heures de réunion et la fatigue qui épose la nuque. Il porte ce petit remords discret qu'il n'ose pas encore nommer. Sa mère, Donna Elvira, vit là depuis toujours. Elle a rempli ses couloirs de voix, de recettes, de démarches pour les fêtes. Aujourd'hui, ses pas, quand on les entend, sont minuscules. Adriano ouvre la porte et la maison répond par un silence trop précis, comme une vitre que l'on a essuyée trop fort. Il s'arrête au seuil, l'odeur de thé qui a tourné, le tissu du châle posé sur le dossier d'un fauteuil, signe minuscule que quelque chose a été dérangé, mais pas brisé, pas encore. Avant d'entrer, une première image, un carré de lumière coupé par la porte de la cuisine, une silhouette penchée, Bianca, et son rire bas qui se suspend dès qu'elle voit Adriano. Bianca a ce port implacable de femme sûre d'elle, tenue moderne, mains toujours adaptées à l'objet qu'elle manipule. Elle sourit, sauf quand personne ne regarde. Ce sourire-là, dans la maison, a servi de verrou. Un instant après, Nina s'approche, sans bruit. Elle est la femme de ménage, mais elle est plus que cela aux yeux de la maison. Elle sait où Dorothea rangeait les nappes, elle connaît les tasses préférées de Donna Elvira et la façon dont la vieille femme arrange son coussin pour mieux écouter la radio. Nina a 30 ans, des doigts calmes et cette façon discrète de regarder sans juger. Elle est celle qui a appris à lire les petites choses, celles que les autres appellent signes. Avant que la conversation ne commence, il y a une série d'indices qui font craquer la surface. L'assiette de la matinée sous une cloche qui n'a pas été ouverte, une boîte de médicaments qui a l'air d'avoir été consultée et reposée dans un autre tiroir, la télévision éteinte mais encore tiède, la photographie d'Elena, la première femme qu'Adriano avait aimée et qui n'est plus, recadrée sur la cheminée, comme si on avait voulu la rendre moins présente. Ces détails n'appellent pas d'explication immédiate, mais ils froissent le devantage du quotidien. Adriano s'excuse avec une voix courte. Bianca répond avec efficacité. La maison continue son immuable retenue. Plus tard, quand il s'assoit, le canapé semble étranger. Le tissu ne connaît plus les mêmes mains. Il remarque, presque mécaniquement, que la chaise de la mère est reculée de quelques centimètres et que le coussin sur lequel elle aimait s'appuyer n'a pas été replacé. Il ne s'attarde pas. Il a appris à vivre avec ce flottement, à le classer dans la catégorie « je n'ai pas le temps ». Maintenant, vous, si ce sujet vous touche, restez jusqu'au bout. Abonnez-vous et activez la cloche si vous voulez entendre l'histoire entière. Si le thème fait écho en vous, laissez un like et peut-être un témoignage dans les commentaires. Des voix en dehors de la maison peuvent changer une vie. La voix du récit reprend. Nina, après avoir plié quelques draps, passe par le couloir qui mène à la chambre de Donna Elvira. Elle a appris à observer les zones d'ombre. L'armoire ancienne, héritage du temps où la maison vivait de présences plus nombreuses, est fermée à clé. La clé accrochée à un fil de laiton qui pend au clou. Nina note qu'il y a maintenant 2 clés et qu'elles ne sont jamais 2 depuis des années. À chaque ouverture, un frottement d'étoffe, l'odeur d'un parfum ancien. Aujourd'hui, ce parfum est absent. En se penchant pour ramasser un morceau de papier tombé près du tapis, Nina entend un effleurement de souffle, un petit bruit de respiration étrangère, presque étouffé. C'est un son que l'on n'attend pas dans une maison ordonnée, un souffle rapide, un frottement de tissu contre du bois. Donna Elvira se déplace peu. Quand elle se lève, cela ressemble à un acte qu'on offre avec pudeur. Elle marche à petits pas, agrippant parfois le dossier d'une chaise. Parfois, elle reste assise des heures, ses mains racontant des souvenirs,
Une trace de farine sur la tablier, un geste pour chasser la poussière d'une étagère. Elle avait perdu beaucoup avant d'entrer dans cette maison. Elena, son amour passé, et un petit garçon que la vie n'avait pas laissé. Ces pertes ont sculpté une solitude qui peut se confondre avec la paix. Mais il y a une différence entre paix et invisibilité. Et Bianca a peu à peu élargi cette frontière jusqu'à l'effacer. Bianca, en apparence, organise. Elle satisfait aux besoins visibles, les factures, la décoration, la façon dont la maison doit paraître au monde. Ce qu'elle organise, cependant, c'est une hiérarchie. Les objets déplacés obéissent à une nouvelle logique. Les repas sont décidés sans consultation. Les fleurissements sont choisis pour la photo, pas pour l'odeur. Les porte-monnaies des souvenirs sont fermés. Les domestiques qui travaillent là depuis des années apprennent à susurrer. Bianca a cette tranquillité froide qui ne tolère pas l'intrusion d'une émotion imprévue. Parfois, dans les coins du jardin, un petit mouvement attire le regard. Un singe, petit, au pelage roux, se faufile entre les racines du platane. On l'entend à peine. Le voisinage parle peu de la présence d'un animal exotique dans une maison de centre-ville. Il préfère des explications simples, un désir d'enfant mal assouvi, un caprice d'un mari riche, une folie passagère. On chuchote aussi qu'Adriano, après la perte d'Elena, avait cherché des formes de présence nouvelles, un animal qu'on peut tenir, un regard qui ne demande rien. Le singe, appelé Miko par ceux qui le voient, est petit, vif et sache qu'il porte une trace d'affection. Il habite les recoins, apprivoisé par la main qu'il a choisie, mais obligatoire, parce que vivre cache souvent plus que ce que l'on confesse. Le petit singe vit caché, il dort dans des boîtes, dans des vêtements, il apprend à se faire oublier. Miko est le secret d'Adriano et, en même temps, une présence que Bianca tolère tant qu'elle la commande. On le nourrit en silence, on le surprend parfois à voler une craquelin, on le couvre d'un tissu lorsque la visite approche. Pour Donna Elvira, le singe est comme une figure ancienne. Il pourrait, dit-on, réveiller une tendresse. Mais depuis quelques mois, on ne le laisse plus approcher. Bianca s'avère jalouse de tout ce qui fait vaciller son autorité. Nina le sait. Elle a surpris une fois le singe sur les genoux de Donna Elvira, qui riait à peine. Le rire de la vieille femme était un phénomène rare, une fissure dans sa retenue. Ce jour-là, Bianca est rentrée en silence et a mis un terme à la scène comme on éteint un feu. Après, on n'a plus parlé de Miko en présence de la mère. On l'a retiré à l'étreinte comme on retire un mot trop vrai. Les jours passent avec leur suite de petites violences. La nourriture qui reste froide sur la table parce que Donna Elvira n'a pas été incitée à manger. La télévision programmée en journée sur des émissions que la vieille femme n'aime pas. Des rendez-vous médicaux reportés, des prescriptions qui semblent ne plus apparaître quand on en a besoin. Ce n'est pas un grand geste, c'est une orchestration lente. Bianca administre l'oubli. Et Nina, témoin des menus renoncements, sent chaque omission comme un poids. Un matin pluvieux, alors que le jardin transmet une odeur humide et que les rideaux frémissent, Nina trouve une boîte en bois sous le lit de la chambre d'invité. Elle ouvre pour vérifier si ce sont les fondations d'un vieux service, et elle y découvre un enchevêtrement de tissus et quelque chose d'humain dans sa fragilité, une petite pelle de jeu, un morceau de peluche et, tout près, une clé qui n'appartient à aucun meuble connu. Le morceau de peluche a de la poussière de farine, trace d'une enfance oubliée, et la clé a un anneau ancien. Elle la glisse dans sa poche sans la montrer. L'après-midi, Nina passe devant la porte de l'armoire. Le fil de laton pend, mais aujourd'hui, la clé ne s'y trouve pas. Elle sait qui détient la clé en général, mais cette absence l'alerte. Elle décide, comme on compose un acte nécessaire, d'aller vérifier le petit jardin derrière la maison. Il faut qu'elle s'assure que Miko a de l'eau fraîche. Le platane se balance, et quelqu'un a posé une petite cage provisoire près des racines. Une étape de plus dans l'abolition de la liberté du singe. Nina touche la cage, puis la laisse. À l'intérieur, aucune trace, juste la pelouse qui garde l'empreinte d'un pas. Elle revient vers l'intérieur. Le salon est trop silencieux. Une radio grésille quelque part. Bianca l'éteint d'un geste.
Il y a un repas sur la table que personne n'a touché. Nina s'approche de la cuisine, entame la vaisselle, replaçant des assiettes. Dans le tiroir à couvert, un sachet de médicaments pulvérisés. Quelqu'un a joué avec l'ordre. Nina sourit tristement. L'ordre mosaïque de la maison a été remanié pour faire tenir une absence. Elle pense à la manière dont les choses se replient autour du mensonge. Plus tard, en refermant un placard, elle sent un souffle derrière la porte, un son minuscule, comme un battement trop rapide. Elle s'immobilise. Puis, poussée par une curiosité qui n'est pas innocente, mais nécessaire, elle tourne la clé qu'elle a prise sans savoir pourquoi. La serrure cède. L'odeur qui sort est celle d'un vêtement qui n'a pas été porté depuis longtemps. Elle mêle le vieux parfum à l'amertume du renoncement. Au fond de l'armoire, parmi les châles et les boîtes de photos, quelque chose bouge. Nina écarte lentement les tissus. Un petit rire étranglé, un son qui brise le plan du quotidien. Une main ridée s'accroche à la porte comme à une branche. Donna Elvira est là, recroquevillée, les yeux mi-clos, les cheveux emmêlés, un châle serré autour des épaules. À ses côtés, au creux d'une boîte de chaussures, un petit visage roux observe Nina avec des yeux d'enfant, Miko. Le singe se recroqueville, ses doigts agrippés à un ourlet. Entre la vieille femme et l'animal, une frontière de silence a été violée. Nina hésite entre panique et indignation. Les images lui frappent la poitrine, la tasse sur la table, la clé manquante, les repas non pris. Toute l'organisation de la maison se met à parler, mais d'un seul coup, la parole n'est plus pour Bianca. Nina aide Donna Elvira à sortir de l'armoire. La vieille femme s'appuie sur elle comme sur une mémoire, murmurant des phrases inachevées. Elle dit le prénom d'Elena comme si elle cherchait une corde à laquelle se raccrocher. Donna Elvira n'a pas été enfermée là par une force visible. On le devine plutôt comme une conséquence d'une habitude imposée, d'un retrait orchestré. Quand Nina la tire vers la lumière, la peau de la vieille femme brille d'un éclat neuf, comme si l'air lui rendait quelque chose qui avait été retenu. Dans la chambre voisine, on entend des pas. Bianca arrive, la cravate de son pouvoir bien vite retrouvée, son visage d'abord surpris, puis furieux. Elle s'approche d'un pas qui veut masquer la peur. Nina se dresse entre Bianca et Donna Elvira, comme on place un objet sacré entre deux personnes sur le point de se heurter. La voix de Bianca est basse, mais tranchante. Elle réclame des comptes avec une assurance de propriétaire. « Qu'est-ce que tu fais ?» lance-t-elle, et sa phrase contient tout le déni possible. Nina, la clé dans la main, ne répond pas d'abord. Elle sent le chagrin de la maison, la suppression quotidienne devenue visible. Elle réplique d'une voix qui refuse de se briser. Elle ne devait pas être là. On ne laisse pas quelqu'un comme ça. Les mots sont simples, mais ils tombent avec la force d'un verdict. Bianca tremble. La jalousie qui mettait la maison en ordre prend la forme d'une colère visible. Elle avance pour reprendre le singe, pour ramener dans l'ombre ce qui a été mis à nu. Donna Elvira, doucement, se redresse. Son visage s'est animé d'une surprise réelle. Elle ne savait plus très bien si elle pouvait encore décider pour elle-même. La lumière qui tombe sur ses mains révèle des taches de peinture séchée, preuve d'un désir ancien d'exprimer quelque chose par la couleur, un désir interrompu. Elle murmure, presque pour elle, « J'ai oublié comment tenir un pinceau ». Le mot arrive comme une prière à demi perdue. Bianca saisit Miko, le serre, il pousse un petit cri et la scène éclate en un chaos contenu. Nina en protectrice non officielle, Bianca comme gardienne des apparences, Donna Elvira retrouvant sa voix. Adriano, à dessein, n'est pas encore entré dans cette pièce. Sa culpabilité est une chose qui grandit en lui à mesure qu'il recule sur la pente du travail et des absences. Quand l'on frappe à la porte principale, le son ressemble à un tambourage de vérité. Adriano lève la tête depuis le salon, son regard intrigué, et se rend compte que quelque chose a rompu l'équilibre.
Il avance, sans se hâter, et découvre la petite foule qui s'est formée. Nina, tenant la main de Donna Elvira, Bianca, serrant encore le singe, comme si elle lui reprochait d'avoir aimé. La pièce qui soudain paraît trop étroite pour tous les non-dits. La maison, jusque-là muette, commence à se faire entendre. Les choses se racontent. Une clé retirée trop longtemps, des médicaments déplacés comme pour égarer une mémoire. La réduction par étapes de la présence d'une personne à un meuble vide. Dans l'atmosphère qui suit la découverte, Adriano ressent un effondrement qui n'est pas dramatique et qui pourtant lui tire toute la substance. Il n'a pas su protéger celle qui l'a élevé. Le silence se charge d'un poids que la voix ne peut encore porter. Nina regarde Adriano, puis Bianca, puis la mère qui serre sa main. Le petit singe entre les bras de Bianca semble lui aussi lire la scène avec une sagesse de petite créature. Il bouge ses doigts, il cherche à comprendre pourquoi on le tient si fort. Et, au milieu de ces gestes, la maison reprend la parole, par la vue du châle froissé, par la tasse vide, par la peinture séchée sur les doigts de Donna Elvira, signe clair d'un étouffement progressif, non d'un accident. À cet instant précis, la présence d'Adriano devient nécessaire. L'action commencée par Nina doit trouver son écho dans la responsabilité de l'homme absent. Ses yeux rencontrent ceux de Bianca. Quelque chose dans la posture d'Adriano change. La curiosité devient question. La question devient devoir. Il sait que tout ne se résume pas à un animal caché. Le singe est le symptôme. Ce qu'il veille, c'est la place d'une femme qui a été réduite par une main qui prétendait ordonner une maison. La pièce, saturée de phrases qui ne se sont pas encore dites, attend ce que dira Adriano. Mais la scène n'est pas encore close. Un souffle nouveau s'installe. L'air se refroidit, puis se réchauffe, comme la première respiration d'un tournoiement qui va rendre la place à chacun. Nina tient la main de Donna Elvira, Bianca serre le singe, et Adriano, enfin, pose la question qui change le cours. Pourquoi est-elle cachée ici? Les mots restent suspendus. La maison retient son souffle à nouveau, mais cette fois pour écouter la vérité qui va sortir, pour qu'un choix se fasse et que, peut-être, la réparation commence. Adriano reste immobile quelques secondes de plus que la prudence ne l'exigerait. Sa voix, quand elle sort, est basse et ronde, comme si le mot devait porter tout le poids d'une réparation encore impossible. Qui a fait ça? Qui l'a mise ici, ainsi? Bianca recule d'un pas, comme si la question la frappait physiquement. Son visage, jusque-là tendu par une colère matérielle, la colère des personnes qui ont eu à ordonner une vie d'autrui, se fend d'une fatigue plus profonde. Elle serre encore Miko contre sa poitrine. La peluche a pris la place d'un argument. C'était pour elle, dit-elle d'abord, sans regarder personne. Sa voix vacille, puis se durcit. Je voulais qu'elle reste chez elle. Je voulais qu'on la garde. Nina pose la main sur le bras de Donna Elvira pour la soutenir, mais aussi pour que la femme sente des présences réelles autour d'elle. La garder ne veut pas dire la cacher, répond-elle. Elle a la force du juste et la douceur d'une sœur qui sait trop bien ce que coûte la vérité. On ne cache pas une personne comme on cache un objet. Donna Elvira tient la main que Nina lui donne. Ses doigts sont fins, tachés de peinture, ridés comme les pages d'un livre ancien. Elle cligne des yeux comme si la lumière l'avait réveillée d'un long sommeil. « Peindre » murmure-t-elle, ses lèvres broyant le mot doucement. « J'ai une toile » Sa phrase s'éteint, comme si la suite cherchait encore sa place dans sa mémoire. Adriano sent la phrase arriver, sans forme, la défense, l'excuse, la honte. Il se rappelle des matins vides, des nuits où il n'a pas réussi à être présent, des promesses faites à lui-même qui se sont effilochées. Il revoit Donna Elvira, autrefois libre avec ses couleurs, l'atelier improvisé sur la table de la cuisine, l'odeur de térébenthine qui annonçait sa joie. Il a laissé la charge de la maison aux autres parce que le travail et l'urgence l'avaient avalé.
Voilà ce qu'il comprend maintenant, et la reconnaissance de cette défaillance lui fait baisser la tête. Bianca parle plus bas, et la colère devient confession. « Je n'ai pas su quoi faire. Les médecins disaient… » Elle refuse d'achever la phrase, mais l'implicite est là. Examen, avis, menace de décisions extérieures. Il disait qu'elle oubliait, qu'elle se perdait. Je pensais que si je la tenais près, si je contrôlais ses sorties, ses médicaments, tout irait mieux. Tu ne comprends pas, Adriano. On m'a dit qu'elle pouvait partir, qu'on pouvait la lui prendre. Nina ferme les yeux un instant, comme pour contenir un vertige. Elle sait, elle aussi, que la peur peut pousser à des gestes illégitimes, que la volonté de protéger peut se transformer en prison dorée. « Tu as voulu la protéger de quoi ?» demande-t-elle, sans accusation morale, mais pour creuser la logique qui a mené à ce cachot domestique. D'elle-même, du monde, de la honte ? Bianca laisse tomber les épaules. Le singe glisse presque, mais elle le retient d'un geste automatique, comme si la peluche était elle-même un corps vivant qu'il faudrait préserver. De tout ça, souffle-t-elle, de ne plus la reconnaître, de la perdre devant les autres, et je ne voulais pas que nos voisins la voient comme une vieille femme qui a tout oublié. Un silence tombe, épais. Même Donna Elvira semble l'écouter. Ses yeux vagues se posent sur chacun des visages comme un projecteur hésitant. Puis, très lentement, elle tourne la tête vers Bianca et prononce, dans une voix qui vient d'un point loin de la conscience, « Je peignais pour ne pas me perdre ». Le mot « peignait » remue quelque chose en elle. Ses doigts cherchent la peluche, ne la trouvent pas, hésitent, puis retombent sur le châle froissé. La peluche est un talisman de peur. Nina comprend qu'il faut désamorcer l'objet avant la guerre. Elle s'avance, doucement, sans brusquerie, et pose la paume de sa main au-dessus de celle de Bianca, qui tient encore Miko. Donne-le. Ce n'est pas un ordre, c'est une demande qui porte la certitude qu'un geste simple peut défaire un nœud plus grand. Bianca recule d'abord, comme si l'on lui réclamait la preuve d'un amour. Puis la tension dans son visage s'effrite. Les larmes montent sans élan dramatique. Elles sont petites, bruissantes, frôlant ses cils comme de la pluie sur une vitre. Elle lâche Miko. La peluche glisse, fait un petit bruit de tissu sur le sol et atterrit dans les mains de Donna Elvira. La femme, surprise, serre Miko contre elle comme on serre un souvenir qui revient. Ses lèvres se courbent presque en un sourire. C'est un geste d'enfant, innocent et pur. « Miko » répète-t-elle, le mot ayant retrouvé sa force et son nom. Elle le presse contre sa joue, puis, comme si quelque chose d'ancien venait d'être réveillé, elle glisse sa main vers le bord de la table où une boîte de peinture jonche encore, recouverte d'un voile de poussière. Nina s'agenouille devant Donna Elvira. Elle attrape la boîte, la pose sur les genoux de la mère et sort lentement un pinceau. La pointe est sèche, chargée d'une mémoire de couleurs. « Tu sais encore, » dit Nina. Sa voix tremble, mais elle est ferme. « Tu sais encore tenir un pinceau. Laisse-moi t'aider. » Donna Elvira regarde l'outil comme on regarde un familier étranger. Ses doigts, d'abord hésitants, viennent cerner la tige de bois. Puis, la paume se referme avec une volonté ténue mais réelle. Elle porte le pinceau au-dessus d'une feuille trouvée sur la table, une feuille jaunie, témoin d'un travail interrompu, et fait, maladroitement, un premier trait. La couleur choque, vive, une bleu-vert qui ressemble à la mer d'un été ancien. Dans ce geste, la pièce semble respirer autrement. L'air porte des poussières de pigments. La lumière du matin, qui a filé à travers la fenêtre, dessine sur le châle une route dorée. Adriano reste debout, les mains dans les poches, observant la scène comme si l'on lui présentait une cartographie de ses fautes. Il sent le poids d'une parole non dite et il sait que le premier pas de réparation n'est pas une grande annonce, mais cet instant minuscule où il s'accroupit et prend la main de sa mère pour stabiliser son poignet. Il le fait sans fanfare, les doigts presque timides, et l'odeur de la térébenthine le frappe comme un lieu perdu retrouvé. Bianca, de l'autre côté, pleure à demi, des sanglots qui ressemblent plus à un relâchement qu'un cri. Ses épaules se secouent, et elle laisse venir toute la fragilité qui s'était fait refuge dans la rigidité.
Pardonne-moi, murmure-t-elle, non pas pour se disculper, mais parce que le mot doit sortir pour que quelque chose change. Pardonne-moi, maman, j'avais peur. Donna Elvira tourne la tête. Dans ses yeux, pour un instant, l'éclat d'il y a longtemps. Une lumière de femme qui avait l'habitude de transformer le monde par des coups de pinceau. Elle ne prononce pas de mots articulés, mais elle incline la tête comme si elle acceptait la demande. Nina sent le poids de la scène et sait, avec cette clarté brutale des moments de charnière, que le geste suivant sera celui qui séparera le remords de l'action. Adriano, qui a longtemps fui l'épreuve de nommer ses fautes, trouve la voie juste au moment où il en a besoin. Il n'annonce pas de plan spectaculaire, il propose des gestes simples, concrets. Un rendez-vous chez le médecin pour un bilan, quelqu'un pour venir aider à la maison quelques heures par semaine, une consultation pour discuter des choix. Il sait que la réalité administrative est inévitable, que la peur de Bianca n'est pas seulement honte, mais inquiétude devant l'inconnu. Il sait aussi que promettre sans tenir équivaudrait à rester sur le quai des regrets. « Je ferai les appels », dit-il finalement, d'une voix qui ne cherche pas à s'exonérer, mais à assumer. « Je m'occuperai de prendre rendez-vous, nous le ferons ensemble. » Ces mots tombent avec la solennité d'un pacte fraternel. Il n'invente pas de héros, il se tient là, humain, prêt à faire ce que négligence et fatigue lui avaient refusé jusque-là. La maison autour d'eux paraît moins étouffante. Le châle froissé sur le dossier reprend des plis nouveaux. La tasse vide sur la table n'est plus un témoin d'oubli, mais l'indice d'un café partagé à venir. Donna Elvira, avec le pinceau entre les doigts, fait un autre trait, plus assuré cette fois, et un sourire, petit comme un lever de soleil, se dessine sur son visage. Nina se relève, essuie ses mains sur son pantalon et regarde chacun. « On commence maintenant, dit-elle. On ouvre les fenêtres, on rend à cette maison les sons et les couleurs. » Il y a là une décision qui ne se voit pas à la surface, mais qui organise l'avenir. Rendre la place à une femme, réparer les liens délaissés, apprendre à se tenir les uns aux autres. Bianca hoche la tête lentement. Elle laisse enfin tomber la dernière couche de défense. « D'accord, souffle-t-elle, on recommence. » La lumière dans la pièce change, pas assez pour dissiper toutes les ombres, mais assez pour qu'on sente la possibilité d'un autre état. Les pinceaux, les paroles, les gestes se mettent en marche. Les non-dits, pour la première fois depuis longtemps, sont mis au travail et deviennent actes. Nina s'assied à la table, ramasse une serviette humide et la pose délicatement près des pots de peinture. Adriano s'approche, ouvre le tiroir où sont rangées les ordonnances éparses et commence à rassembler les papiers avec des mains qui tremblent légèrement. Bianca reste auprès de Donna Elvira, tenant sa main comme pour y puiser une force nouvelle. La maison, qui a longtemps été le théâtre d'une économie du silence, accueille désormais un brouhaha que l'on pourrait presque appeler vie. Dans un coin, sur la petite toile, deux couleurs se fondent encore, maladroites, mais déjà capables de créer une tache qui ressemble à un horizon. Et tandis que le soleil avance lentement sur le plancher, Nina prend un autre pinceau, le plonge avec douceur dans la couleur et le tend à Donna Elvira, comme on tend un rameau secourable. La femme, surprise, accepte. Ses doigts tremblent, puis se posent, et le geste se répète, cette fois sans hésitation. C'est ici que l'on peut attendre un commencement tangible, un trait posé, un regard rendu, un accord muet passé entre ceux qui ont enfin décidé de ne plus cacher les personnes qu'ils aiment. Le pinceau glisse, revient, recommence. La couleur, d'abord hésitante, trouve un chemin sur la toile, comme une respiration retrouvée. Donna Elvira ferme les yeux un instant, non par fatigue, mais pour sentir la matière, pour confier au geste la mémoire de ce qu'elle fut. Nina, assise en face, regarde sans parler. Elle sait que la moindre parole pourrait être une injonction, la moindre question une barrière. Le silence, aujourd'hui, est choisi. Il sert de berceau au geste. Dans la pièce, l'odeur de l'huile et du solvant se mêle à l'arôme du thé refroidi. La table, couverte de chiffons tachés, ressemble à un hôtel d'atelier. Sur une étagère, des boîtes de couleurs alignées rappellent la vie active d'autrefois.
Expositions, commandes, après-midi passés à mélanger teintes et recettes, fierté contenue dans chaque tube. Adriano pose sur la table la petite pile de papier qu'il a triée. Feuilles d'assurance, quelques cartes de visite du cabinet médical, une brochure sur les soins à domicile. Il respire, caresse sans le vouloir le bord d'une feuille, puis la repousse, comme on remet à plus tard un obstacle qu'on ne veut plus regarder. « On commence par le docteur », reprend-il d'une voix basse, plus pour lui que pour les autres. « Et ensuite on verra l'aide. 1 heure par jour au début. » Sa phrase est simple, mécanique. Bianca, qui tient toujours la main de sa mère, hoche la tête. Les larmes maintenant sont des larmes franches, elles roulent sans bruit le long des tempes, comme si elles cherchaient un plateau pour tomber. Donna Elvira ouvre les yeux. Elle sourit, petit, et dit seulement « Peins la lumière ici, là où je ne la vois plus, peins-la pour moi. » Sa voix a la rouille de l'âge et l'accent des lieux où elle a vécu la plupart de sa vie. Nina prend le pinceau, trempe, fait un trait. Puis gestes et voix deviennent une conversation muette entre 2 femmes de même métier. Une transmission sans parole. La journée s'installe dans un rythme de petites victoires. Nina repère un pot indéchiffrable et reconnaît en un seul geste une teinte qu'elle avait utilisée autrefois pour une façade. Elle rit, un éclat court, comme un cristal qui capte la lumière. Adriano annonce qu'il a fait la liste des numéros à appeler. Il hésite, puis attrape son téléphone. Les chiffres sont tapés avec une lenteur solennelle. La répétition du geste rassure. Il accomplit l'acte qui matérialise la promesse. 1 demi-heure plus tard, un coup de sonnette retentit. Nina va ouvrir. Sur le palier, Madame Rodriguez, la voisine d'en face, tient un sac de courses dans une main et un paquet de biscuits maison dans l'autre. Elle a les mains rougies par le froid et les yeux pleins de questions. À la vue de Donna Elvira, son visage change. Elle entre d'un pas, pose le sac comme une offrande. « J'ai entendu par la fillette au coin, dit-elle sans précaution. Il faut que vous mangiez quelque chose de chaud. » La présence de la voisine instaure un autre type de soin, celui du quartier, celui des regards qui ne jugent pas, mais qui voient. Madame Rodriguez s'assoit, arrange une tasse de thé, raconte un petit fait trivial, la tenue du marché, la disparition d'un chat. Et pourtant, par la banalité des propos, elle rend à la maison une normalité bienvenue. Bianca, qui jusque-là s'était accrochée au silence, répond à mi-voix, puis rit d'une anecdote que lui chuchote Nina. Les murs de la pièce s'emplissent de petites choses, bruit de vaisselle, paroles banales, le ronronnement réconfortant d'une bouilloire. Plus tard, quand la visite s'achève, Madame Rodriguez offre de revenir 2 fois par semaine. « Pour manger un morceau avec vous, dit-elle, et pour veiller un peu quand vous sortez. » Son offre n'est pas un acte administratif, c'est un tissage de voisinage, une file de main tendue que l'on déroule tranquillement. Bianca refuse d'abord, mais accepte finalement, fatiguée et soulagée à la fois. Accepter, aide parfois, veut dire accepter de déléguer sa honte à quelqu'un d'extérieur. Les jours suivants prennent la forme d'un apprentissage de la lenteur réparatrice. Adriano emmène sa mère au premier rendez-vous. L'attente dans la salle est faite d'instants anodins. Le bruit des pages d'un magazine, un bébé qui pleure, le tic-tac d'une horloge. Donna Elvira se tient droite, appuyée à une canne qu'elle ne semblait pas vouloir jusqu'à présent. Le médecin, une femme au geste clair, parle doucement. Elle explique, sans jargon, que certaines fonctions peuvent décliner, que l'important est de repérer les signes et d'installer des gestes protecteurs. Elle propose des bilans, des exercices simples pour la mémoire et une évaluation pour des soins à domicile. On parle de médicaments, d'un calendrier, de rendez-vous à respecter. Les mots techniques sont froids, mais la voix qui les accompagne est humaine et patiente, et c'est cela qui compte. À la maison, le soir, ils se retrouvent. La télévision allume une lumière factice dans le salon, mais la vraie lumière vient d'un autre endroit, la régularité. Ils prennent l'habitude de manger ensemble, de se raconter des choses courtes, d'installer des minutes de conversation où l'on essaie de se tenir sur un fil commun. Bianca écrit des mots sur des post-it et les colle sur le frigo.
RDV médecin, liste course, appel aide. Ces mots, dans leur naïveté, organisent la vie comme des balises sur un sentier. Donna Elvira a des jours de clarté et des jours d'ombre. Quand la lumière est avec elle, elle retrouve des bribes de mémoire, le nom d'un village, la saveur d'un café bu sur une terrasse, le motif d'une robe qu'elle avait peinte. Parfois, elle parle d'un homme qu'elle connut autrefois, d'un amour qui lui avait inspiré une série de tableaux. On sent dans ces phrases la trace d'une jeunesse ardente. Ces narrations, qui font surgir une femme entière derrière la fragilité, touchent ceux qui l'écoutent. Nina prend note mentalement de tout. De la couleur dont elle parle, du nom du village, d'un parfum mentionné, autant d'indices pour des futurs tableaux que même la maladie, parfois, respecte. Il y a aussi des reculs. Une après-midi, la toile reste blanche sous les doigts tremblants de Donna Elvira. Elle ne reconnaît ni Nina, ni Bianca, ni le petit châle sur le dossier. La peur surgit alors, rapide et muette, comme un voile qui tombe. Elle s'agrippe au bras de Bianca, serre, cherche un ancrage. Bianca, plus agile qu'on ne l'imagine, sait parler sans surprendre. Elle lui murmure le nom d'une indiscrétion familière, une chanson qu'elle chantait quand Bianca était petite. Les mots, même s'ils ne réveillent pas tout, travaillent comme des clés. Un dimanche, on décide de peindre une partie de la façade. C'est un acte symbolique autant que pratique. Ouvrir la maison au monde, marquer un changement visible. Le voisinage s'aperçoit des mouvements. Quelques personnes s'arrêtent, proposent un pot de peinture, une échelle, un conseil. Le geste collectif transforme la rue en atelier à ciel ouvert. Des enfants dessinent à la craie sur le trottoir, tandis que des adultes passent des casseroles d'eau et des chiffons. Le tableau en cours sur la toile de Donna Elvira devient le motif d'un petit concours de couleurs. Chacun choisit une teinte pour symboliser ce qu'il souhaite pour la maison. Espoir, paix, courage. Pendant que la façade renaît, Donna Elvira se tient au balcon, regardant le monde reprendre ses droits. Ses yeux suivent les mouvements, elle sourit parfois, elle pleure parfois en silence. Un matin, alors que la peinture sèche à peine, elle demande à Nina d'aller chercher un cahier dans le tiroir du buffet. Nina, surprise, exécute. Dans le cahier, parmi des croquis et des listes d'exposition, elle trouve un petit carnet d'adresses et, en marge, une série de notes en écriture serrée. L'une d'elles attire l'attention. Pour Lucia, apprendre à mélanger ocre et bleu. Le nom frappe. Lucia était la tante qui avait pris la jeune Elvira à l'âge de 10 ans et lui avait appris à tenir un pinceau. Nina présente la trouvaille à Donna Elvira. Les doigts de la femme tremblent quand elle touche le papier. « Lucia » murmure-t-elle, et pour un instant, le visage se défait d'un voile d'oubli. Elle ferme les yeux et, comme si le nom lui rendait une force primitive, elle se lève légèrement et dit d'un souffle « J'aimerais lui offrir encore un tableau ». Les mots sont simples, ils portent cependant une ambition, rendre grâce, boucler un cercle. C'est ce projet, miniature et symbolique, qui structure les semaines suivantes. Ils choisissent un motif simple, une fenêtre ouverte sur la mer, dans les tons que Lucia aimait. La toile devient l'occasion d'un travail commun. Adriano apporte un tabouret, Nina prépare des lignes, Bianca apporte des coquillages trouvés sur la plage. Elle prend le pinceau que sa mère a laissé, trempe la pointe dans le bleu, puis peint un petit coin de la toile, une poche de ciel qui ne demandait qu'à exister. Elle s'y tient un long moment, comme si elle écrivait une lettre muette à quelqu'un qui, peut-être, lira. Puis elle souffle, éteint la lampe et repart. Dans le silence, la maison respire plus lentement, mais avec une respiration qui ne manque plus de rythme. La vie continue, fragile et obstinée. Ils ont gagné quelque chose d'essentiel, la capacité de commencer encore chaque matin. Et dans ce commencement, chaque geste, prendre un rendez-vous, apporter une tasse de thé, peindre un coin de toile, devient un acte de fidélité. Ils avancent, non pas dans l'illusion d'une guérison parfaite, mais dans la certitude pratique que l'amour se vérifie autant par la présence que par la promesse. Une fin n'est encore en vue.
Mais la maison, désormais, n'est plus le théâtre d'un silence, c'est le lieu d'une action continue, lente, ordinaire, redoutable parfois, mais vraie. Ils tiennent la main de ce présent et travaillent à le rendre habitable. Le matin suivant, la maison s'éveille comme toujours par petites vagues. Un rayon qui glisse sous les volets, le tic-tac obstiné de l'horloge de la cuisine, l'odeur du café qui s'installe doucement. Bianca reste un instant dans l'entrée, sans bruit, comme pour écouter la respiration collective de ceux qui dorment encore. Elle repense à la poche de ciel qu'elle a peinte la nuit précédente et sent, plus que la fierté, une curiosité tranquille. Que peut bien transformer un coin de toile quand tout le reste demeure incertain? Dans la cuisine, Adriano tient la radio, non pour écouter les nouvelles, il préfère éviter la lourdeur du monde, mais pour sentir une compagnie lointaine. Il soupire, puis sourit en voyant Donna Elvira s'installer à table, solide dans sa chaise, une tasse tiède entre les mains. Elle regarde sa famille comme on regarde un paysage connu, à la fois familier et chaque fois nouveau. « Aujourd'hui, dit-elle, j'ai envie d'aller au marché, comme avant. » La phrase est simple, tout le monde se fige. Le marché implique sortie, bruit, foule, décision. Nina pose sa main sur celle de la mère, légère comme une réponse. « On ira, répond-elle, on ira ensemble. » La promesse ne vient pas d'un plan minuté, mais d'une volonté commune. Ils adaptent la journée. Bianca prépare une petite collation. Adriano vérifie que la canne est prête. Madame Rodriguez appelle une voisine qui connaît bien les rues du quartier. L'idée d'un « avant » qui revient, même pour une matinée, leur donne le courage d'organiser. Le marché est proche, un enchevêtrement d'étals, de voix qui négocient, de fruits qui brillent comme des petites œuvres. Donna Elvira avance lentement, mais ses yeux s'éclairent. Elle caresse une pêche, rit devant un vendeur qui lui offre un bout de pain. À un stand de fleurs, elle s'arrête, hume un bouquet et, comme si un souvenir avait franchi une barrière, murmure le prénom d'une amie d'enfance, Rosa. Le mot tombe dans l'air et rebondit jusqu'à Bianca. De retour à la maison, Rosa devient un fil à tirer. Qui était-elle? Où habitait-elle? La question éveillée chez Donna Elvira fait naître une carte de possibles. Chercher Rosa, retrouver un nom, ce n'est pas seulement relier un passé, c'est tenir un fil qui pourrait rendre la présence de la mère moins solidaire d'un absurde isolement. C'est ce matin-là qu'arrive la lettre inattendue, une enveloppe simple, glissée sous la porte par un messager du voisinage. Une galerie du quartier a repéré les toiles de Nina et aimerait proposer une petite exposition collective, une vitrine pour des artistes émergents. L'offre est modeste, le loyer des murs couvert en échange d'une part pour la galerie, rien d'extraordinaire, mais assez pour que la perspective d'un petit revenu et d'une visibilité devienne tangible. Adriano lit la lettre à voix haute. Il voit aussitôt les chiffres, calcule silencieusement, les rendez-vous chez le spécialiste, les médicaments, les petits frais de la maison. L'idée d'accepter provoque une brèche dans son calme. Bianca, qui a gardé la lettre entre ses mains, éprouve une joie mêlée d'hésitation. Nina, debout près de la fenêtre, sourit avec une retenue qui trahit l'émotion. « Et si on acceptait, dit Madame Rodriguez, ce pourrait être utile. Et puis, voir le travail de Nina accroché quelque part, ce serait bien pour elle. » Les arguments se croisent, la fierté de l'artiste, la prudence de l'intendant des comptes, la crainte de l'exposition publique, alors que la famille apprend encore à vivre sans se sentir exposée. Ils discutent, mais la discussion reste douce, respectueuse, comme les gestes qu'ils ont appris à faire l'un envers l'autre. Donna Elvira, qui les écoute, pose sa tasse et regarde la petite poche de ciel sur l'étagère, peinte par Bianca. « Peignez, dit-elle enfin, faites-le pour la maison, et si cela aide, alors laissez faire. » Il y a dans sa voix une autorité tranquille. Ce n'est pas un commandement, mais une permission rendue possible. Ils acceptent la proposition, non pas avec la certitude d'un succès assuré, mais avec la conviction que chaque chose commencée est un pas. Ce choix devient un autre rituel.
Préparer les toiles, choisir lesquelles montrer, discuter d'un prix. Les dépenses envisagées trouvent une contrepartie, une vente possible, mais surtout une reconnaissance. La décision n'efface pas la fatigue, ni la peur, elle les transforme en un moteur discret. Ils se mettent à travailler avec une attention presque cérémonielle. Nina nettoie l'atelier, formule des cartels, choisit des encadrements. Bianca peint avec une intensité nouvelle, ajoutant de petites poches de ciel à des toiles encore incomplètes. Adriano fait des listes, appelle un ami pour des cartons, calcule les itinéraires. Et au milieu de cette effervescence, Donna Elvira a des jours lumineux, des instants où sa mémoire trouve un chemin clair, où Rosa redevient un visage, où une comptine de son enfance remonte et emplit la cuisine. Ces jours, rares et précieux, sont comme des fenêtres ouvertes. Ils donnent une idée de la femme qu'elle fut, de ses joies et de ses petites fiertés. Ils leur offrent un récit auquel s'accrocher, un point d'éclairage dans la maison. La préparation à l'exposition continue, et avec elle une tension douce. Vont-ils arriver à concilier l'attention portée à Donna Elvira et l'exigence du travail artistique ? Ils ne savent pas encore. Mais quand la nuit vient, Nina prend la petite toile au coin de ciel et la regarde longuement, comme on regarde un chemin qui n'est pas encore parcouru. Au dehors, la rue respire la chaleur d'un été qui s'étire. À l'intérieur, la maison se prépare à accueillir autre chose que le quotidien. Une promesse posée sur des chevalets, des conversations sur des prix, et la possibilité que le monde extérieur, celui qu'ils évitent parfois par prudence, penche sa tête et regarde ce qu'ils font. Ils ont appris à commencer encore. Maintenant, ils s'apprêtent à le faire en public.